mieux équipé, Dudu. Mon petit Dudu est C'est toujours merveilleux. bien occupé. Quel talent il a, ce Dudu. Il faudrait effacer les fautes. Ah bah lui, il n'en fait pas, il n'y a pas de problème. Ou alors c'est une coquille, mais c'est pas des fautes. Tu t'enlèves la lettre. Je t'en prie. Mais c'est ça, écoute. Et ce jeune homme qui était plus fou, plus généreux, plus cinglé que les autres, tu vois, enlever, décoller l'étiquette du combattant permanent, qu'on a gardé de lui. L'idée de l'auteur de faire raconter l'histoire de la vie de Roland d'Angeles à Montmartre par un personnage vivant à l'époque. Et il a choisi l'huissier, un huissier, mais c'est pas n'importe lequel, c'est l'huissier qui est venu faire le constat sur la terrasse du Lapin quand Lolo, Ali Boronali a fait le tableau. Donc c'est donc à partir de maintenant, c'est son livre, et c'est l'huissier qui parle. Je me suis installé à la table de ferme posée devant la maison au volet vert. En fait, un minuscule cabaret à l'enseigne du Lapin Agile, pas encore entré dans la légende. Et j'ai tenté de traduire en langage juridique approprié la scène étrange qui se déroulait devant mes yeux. Gavé de légumes et de tabac par Dorgelès et Varnaud, l'âne fustigeait à grands traits la toile blanche placée sous son postérieur. Roland et son complice remplaçaient régulièrement un pinceau enduit d'outre-mer par un autre pinceau trempé dans le vermillon, et les artistes du voisinage, interloqués, commençaient à s'attrouper. L'humoriste gentil, le peintre girieux, un corps de chasse à la main, ils s'entraînaient tous les matins rue des Saules, m'affirma-t-on. La jeune chanteuse Coccinelle, incarnation de Mimi Pinson, qui logeait d'ailleurs dans la maison du même nom, un peu plus haut. Parmi les enfants qui s'extasiaient devant le spectacle se trouvait, je l'apprends aujourd'hui, le futur grand compositeur Georges Auric. Je ressentais quelque chose d'indéfinissable, qu'aucun de mes voyages, fussent-ils les plus lointains, ne sut jamais m'apporter. J'avais instantanément abandonné Paris et la routine de ma vie pour glisser dans un petit monde inconnu, parallèle à l'existence commune et pourtant situé à quelques minutes des boulevards. Ici, plus aucun obstacle à l'expression de toutes les folies, dont la moindre n'était pas celle de se croire libre et de vivre en bordure de rêve, comme si les nécessités n'existaient pas. C'est cela qui m'a fasciné, en observant ces jeunes gens, cette capacité à tout supporter, les privations comme les excès, le manque de confort, la misère pour beaucoup, tout pour ne pas ressembler à ce que j'étais moi-même devenu. Mais les villages de contes de fées, où les saltimbanques et les fous mènent la danse, ne sont pas faits pour durer. Ils étincellent et s'évanouissent comme des fusées de feux d'artifice. Bientôt, la queue de l'excessiviste ne fut pas si active. On lui octroyait à force bourrade fessière pour lui relancer l'appendice caudal, qui d'ailleurs n'eut qu'un effet limité, car son estomac, gonflé de choux, de scaroles, d'épinards et de poireaux, s'était dilaté à faire peur. Il fallut que Frédé, l'homme en habit de trappeur, prenne sa guitare et entame le temps des cerises, chanson préférée de ce grison montmartrois, encore plus friand de mélodie que de légumes, pour qu'il veuille enfin bien reprendre son œuvre en cours. Le tableau fut intitulé par Dorgelès « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique », puis exposé par ses soins au Salon des Indépendants. Les critiques ne furent pas indifférents. On parla d'un tempérament encore confus dans la couleur de coloriste. Certains reprochèrent au futuriste inconnu son excès de personnalité. Les moins progressistes qualifiant son œuvre de honteuse et compromettante. Lorsque la supercherie fut révélée par Roland, dans un retentissant article où figurait pour preuve mon constat et les photos. Un grand éclat de rire secoua Paris, le Paris facétieux et léger de la belle époque. C'était la revanche du Titi sur les snobs et les officiels, la déversée de Guignol sur le dos du gendarme. Paris avait maintenant son Robin des Bois du journalisme, pour tourner en dérision les pédants et les pontifes.
une ruée aux indépendants. Le tableau en était la pièce maîtresse. Simultanément, des hordes de curieux grimpèrent jusqu'au Lapin Agile, à seule fin de rencontrer Maître Boronali en personne. L'artiste put grignoter des bouquets de violettes que les doigts gantés de belles dames cueillaient pour lui de leur corsage, ce qui le changeait des chardons et des mains gercées des midinettes. Il reçut à foison des baisers de lèvres joliment dessinées qui le laissaient au soir tatoué de plaisir. Le coucher de soleil fut vendu 400 francs, 20 louis d'or, somme remise par Roland à l'orphelinat des arts. Dans le bouquet de Bohème, il raconte, et il rapporte encore, qu'en 1935, à Berlin, André-François Poncet, alors ambassadeur de France, raconta l'affaire à Hitler, qui explosa d'un rire de porteur des halles, et se claqua les cuisses en pleurant. Oh, le peintre raté de Vienne, humilié par les maîtres officiels, était vengé par un âne. Pas assez, hélas, pour se considérer comme quitte. Quelle idée Frédé eut-il d'exiler le peintre à Saint-Cyr-sur-Morin, loin de sa gloire parisienne, de ses admiratrices et du goût acide des petits pissenlits de la rue Saint-Vincent. Lolo, dernier héritier des jolies ânes de la butte, ceux qui, en 1830, conduisaient les filles en fleurs à travers les sentiers bordés d'aubépines jusqu'au tonnel sous les moulins. Lolo, le parigot, ne supporta pas l'ennui de la retraite. On le retrouva noyé dans la rivière, juste en bas de son pré. Roland assure qu'il s'est suicidé, parachevant son destin de peintre célèbre en une fin digne d'un artiste maudit. D'ailleurs, Roland d'Orgelès était coutumier du fait de faire beaucoup de cagnards, vous verrez ça dans le livre, il raconte, et il m'a raconté ici il racontait pas mal d'histoires qui sont arrivées au Lapin Agile, dans un disque d'ailleurs que j'ai édité par EPM, un coffret qui s'appelle Un siècle de veillée au Lapin Agile. Il raconte une histoire aussi qui s'était passée au Lapin ici, et très amusante. C'est un gars de l'époque qui était là, qui faisait toujours il était très 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 discret, et puis il y avait toujours des rendez-vous avec quelques filles dans le coin, et puis il leur apportait des fleurs, il y avait toujours des belles fleurs, des fleurs magnifiques. Et alors on se demandait comment il fait pour avoir ces fleurs-là, puis à la fin on s'est aperçu, tout à fait accidentellement, il arrive pour donner des fleurs à une femme avec qui il avait rendez-vous, puis il ne s'était pas aperçu, il y avait regrets éternels sur un des bouquets. Il avait pas enlevé parce qu'il venait à chaque enterrement, il venait au cimetière et il rappelait les fleurs. Donc il raconte ça avec sa femme, Roland d'Orgelès, il faut l'écouter parce que là, il n'écrit pas, il parle, il raconte l'histoire. Comme dans ce livre, il y a beaucoup de Francis Cartreau, Pierre Macorlan, tout ça c'était inédit, Marcel Aimé aussi, qui raconte des histoires, c'est très intéressant. Alors je reprends le livre maintenant. Parce que je ne suis pas venu ici pour faire la publicité pour le coffret EPM. Je suis venu ici pour faire la publicité pour le livre. Roland d'Orgelès, La légende de Montmartre, c'est une série qui va arriver, racontée par Roland d'Orgelès et sa bande, Prince de Bohème, texte de Jean-Manuel Gabert, aux éditions... Je cherche une belle Gabrielle. Et aux éditions exactement. La Belle Gabrielle. La Belle Gabrielle. Non, je vais laisser un petit peu de temps de suspense. La Belle Gabrielle, il n'y en a qu'une. Alors je continue. C'est des petits extraits qu'on a fait comme ça pour montrer un peu le style et l'originalité finalement. Parce que c'est des histoires qu'on a entendues beaucoup, mais raconter comme ça c'est différent. Parce il met son propre sentiment, l'huissier, c'est sa vie, lui. Pour lui c'était formidable d'avoir fait ça. Un petit huissier qui venait pour attirer. En général, il venait constater des femmes qui étaient avec un amant, ou une maîtresse avec le mari de la femme qui avait son amant, etc. Lui, ça c'était formidable. Donc c'est un intérêt, enfin à mon avis, du style de Gabert. Alors maintenant je termine. Depuis bien longtemps, maintenant, c'est Roland d'Orgelès. Non, oui. Oui, c'est Roland d'Orgelès. Mais depuis bien longtemps, dit l'huissier maintenant, c'est d'Orgelès l'écrivain qui me donne des nouvelles de Roland. La meilleure part d'un auteur est assurément dans ses livres.
Cependant, je regrette un peu de ne pas lui serrer la main de temps à autre. Je pourrais sans doute me rappeler à lui, mais j'hésite toujours. Et en passant devant le lapin agile inchangé, endormi dans la quiétude du matin, mon cœur se serre. J'entends les rires des jeunes gens de 1910, dorés par le beau soleil d'hiver, chahutant autour du petit âne. Le choix de Lolo avait un sens. Roland a toujours adoré les ânes. Il paraît qu'au Maroc, il enlaçait volontiers ceux qu'il croisait en leur murmurant à l'oreille les vers de Francis Jammes qui leur promettent le paradis. Et même lorsque le sculpteur Guyot, le tout dernier aujourd'hui à occuper encore un atelier au vieux bateau lavoir tombé en cale sèche, a souhaité réaliser son buste, Roland se réjouissant que son camarade fût d'abord un sculpteur animalier. Il y tenait beaucoup. Il a exigé de porter d'ailleurs autour du cou le collier de perles bleues traditionnel des ânes marocains. Je revois le fougueux Varnaud, qui vit toujours rue Colincourt, Coccinelle, avec son accent de Titi, Girieux, et les autres, tous ces jeunes gens fougueux qui défiaient la morosité à l'ombre d'un mur de cimetière. Même si le joli cimetière Saint-Vincent, dont le mur fait face au lapin, donne à ces tombes l'air de cèpe étagé sur le coteau, il rappelle ici, comme dans tous les villages, l'affreuse fragilité des choses. Et lorsque l'on fait le bilan de tous les destins rapportés dans le bouquet de Bohème, il est difficile de ne pas frissonner. C'est Varnaud, je crois, qui a dit à Roland « Il est curieux de constater que tous ceux qui vous ont approché, on les retrouve au bagne ou à l'Académie Goncourt. » La formule, un peu exagérée, ne manque pas de certaines vérités. Le Lapin Agile n'était pas un banal café littéraire, pas un cénacle ni une équipe, mais un lien inclassable, propre à ce Montmartre ambigu. À la fois une auberge avec son assemblée de paysans poètes réunis comme à la veillée, à l'heure où Frédé organisait ses tablées familiales, mais aussi sous un autre angle de vision, le bouge en clair-obscur qui recueille les mélancolies errantes. Dans leur bonjour, m'a confié Varnaud, les assassins des fortifs venaient y rêver comme des poètes au départ vers de lointains rivages. Ils pouvaient aussi y faire briller des lames. Depuis Villon, on avait vu pareil mélange. C'était un fanal dans la sente embroussaillée des saules, un refuge de marins qui auraient eu des lettres. Après leurs équipées nocturnes au quai des Brumes, les habitués étaient toujours un peu surpris de retrouver au matin, dans toute sa fraîcheur native, sous les acacias, cette chaumine sortie droit d'un livre de contes illustrés. Malgré ce charmant visage, il ne fallait pas se tromper de chaise. Certains soirs, lorsqu'on s'asseyait aux tables du Lapin, une mauvaise rencontre et votre route pouvait bifurquer vers des contrées obscures. Si celle de Roland fut glorieuse, il n'a jamais cessé de consacrer ses meilleures forces à relever les corps roulés dans la poussière, comme il le faisait au feu. Et dans les croix de bois, par la plume, il les a fait entrer vivants dans cette mythologie moderne qu'est l'histoire de Montmartre. Oui, en deux mots après Yves, on ne peut pas parler parce que... Non, on va dire en deux mots parce que... C'est impossible. Il le dit trop bien, c'est un bonheur d'être lu par lui dans un lieu qui est un lieu d'histoire et de vie. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est le mainteneur, le passeur de mémoire d'un lieu qui ne change pas, qui semble entrer déjà qui semble le coffre-fort d'éternité, disait notre ami Nougaro. Mais lui le rend vivant. C'est plus un coffre-fort, c'est une âme, ce lieu, qui revit chaque soir, qui continue. Et c'est tout à fait ce que Dorgelès souhaitait pour Montmartre, c'est-à-dire faire une part d'éternité qui se diffuse doucement, qui est réticente à une modernité dont on connaît les endroits où elle nous a conduits, l'anonymat, les buildings, le ratage, le virage absolument raté dans la conception de la vie et de l'urbanisme. Montmartre, c'est un symbole de quelque chose d'autre, une autre façon de vivre, de se connaître, de s'approcher, de vivre ensemble.
Et c'est un modèle qui perdure par miracle, il faut bien le dire, et c'est un miracle tous les jours recommencé. Et en grande partie, je trouve, et j'en suis persuadé, grâce à des lieux qui sont maintenus par des gens qui y croient vraiment. Et ici, Robert, je suis touché qu'il soit là parce qu'il n'avait pas la possibilité de venir, parce que c'est le vieux chalet dont je parle aussi beaucoup dans le livre, qui est un lieu mythique de Montmartre, ce vieux chalet, qui est un restaurant où sont passés les plus grands, et qui reste là lui aussi, avec son ambiance de village. C'est-à-dire qu'on peut lire un bouquin, on lit d'Orgelès, ses souvenirs de l'époque 1910, et on retrouve malgré tout ce siècle passé, on retrouve absolument des ambiances inchangées. Et alors il y a lui, il y en a d'autres, quelques autres heureusement, et puis il y a ce lapin où on est ce soir, où toute une famille maintient l'aviron. Je trouve que c'est merveilleux. Parce qu'il y a une dynastie qui est là vivante, qui aime ce lieu. Regardez, il n'a pas bougé d'un millimètre. Tous les tableaux, toute l'âme est là. Eux, ils ont un talent fou. C'est le conservatoire de la chanson française. Je vous encourage tous à y venir et à faire une veillée ici pour vous en rendre compte. Et merci à eux de nous avoir accueillis. Légende de Montmartre, cette série, il y a donc un deuxième livre, Alfred Jarry et sa bande. Alors là, c'est écrit par texte de François Pédron. Si tous les poètes l'ont célébré, en connaissance de cause, la Verte n'a pas eu son turiféraire faussement repentant comme Thomas de Quincey, le fameux mangeur d'opium. Pas un maniaque d'absinthe qui ait laissé les confessions d'un buveur d'absinthe. Pas de témoignage exceptionnel. Alors, il faut se rattraper sur la quantité. Quelques centaines de poètes, ou assimilés, à la suite d'Alfred de Musset. Ainsi, par exemple, la poétesse Valérie Vernier. Salut, verte liqueur, némésis de l'orgie, viens souvent en passant sur ma lèvre rougie. Tu m'as donné l'ivresse et l'oubli de mes mots. J'ai vu plus d'un géant pâlir sous ton étreinte. Salut, sœur de la mort, apportez de l'absinthe, on la verse à grand flot. Ponchon, lui, il va pas par quatre chemins. Il va pas chercher d'alibi dans la mythologie, Ponchon. Il va aux zinc, au plus près. Et non pour trinquer avec Circé ou Némésis, qui, on le sait, se vengent toujours. Un repenti forcément anonyme nous emmène tout de suite en enfer. À moi seul, je tuerai la France. Le présent est mort. Vive l'avenir. Mais moi, je tue l'avenir. Et encore dans la famille, je détruis l'amour de la patrie, le courage, l'honneur. Je suis le pourvoyeur, je suis la pourvoyeuse des enfers, des bagnes, des hôpitaux. Je suis la ruine et la douleur. Je suis la honte, je suis le déshonneur, je suis l'absinthe. Hélas, il ne sera entendu qu'en 1915, après le premier million de cadavres de la Grande Guerre. Ce sont les bonnes âmes, alliées à un général soucieux d'avoir des hommes en pleine forme pour aller se faire flinguer, et aux producteurs de gros rouges qui n'arrivaient pas à écouler leur stock de picrate dangereux pour les muqueuses, qui vont la faire interdire. La fée verte devient le gros rouge qui tâche. C'est la poésie qui va trinquer. Pratiquement précoce et assidu, Jarry était fou de vélo. Il sautait sur sa bécane pour aller rejoindre Rachilde et son mari à Créteil. Il s'amusait à suivre le facteur dans sa tournée Homo cyclistus. Il considérait sa superbe machine comme un autre corps quasi siamois et parlait des manivelles comme des deux autres membres. Son vélo était vivant, non pas son seul ami, mais le plus sûr. L'homme et la machine étaient greffés. Pédard militant, pour employer le terme récent de vélocipédard. Il a écrit dans le Surmal les pages les plus inspirées sur la bicyclette devenue quintuplette. Un hymne non pas surréaliste, mais fantastique. Une inspiration dopée par sa parfaite connaissance de la technique et des compétitions. Un de ces joyaux méconnus, masqué par la bedaine du père Ubu. Où vivait Jarry? Où vivait-il? Tout est donc réduction dans ce placard,
La table est très basse parce que Jarry écrit à plat ventre. Le lit est encore plus bas parce que la mode est au canapé, explique-t-il. Même le phallus de pierre, ouvrage d'un sculpteur japonais, don de Félicien Rops, qui trône sur la cheminée, n'échappe pas à cette contagion de la réduction, bien qu'il soit largement grandeur nature. Mais Jarry avait répliqué à une dame qui lui demandait imprudemment si c'était un moulage. Non, madame, c'est une réduction. Est-ce son ami Rachid? Sans doute, car elles n'ont pas dû être nombreuses à pénétrer dans le placard. L'objet réduit était coiffé d'une calotte de velours violet, la couleur la plus répandue chez les ecclésiastiques de haut rang. Rachid emmène un jour la bande à la taverne du Panthéon, qui en dépit de son nom ne donne pas sur le Panthéon, mais sur le boulevard Saint-Michel, au numéro 63. C'est aujourd'hui une triste hamburgererie. Rachid préside une belle tablée de 25 convives, et la soirée va dégénérer après le cumel, liqueur étrange qu'on ne consomme plus guère aujourd'hui. Avant le cumel, d'autres alcools avaient dû couler à flot. Fanny Sessinger, rougissante, un peu troublée par les liqueurs, avait récité d'une voix humide de larmes le bateau ivre de Rimbaud, lorsque, de l'autre côté de la table, devant le feu, s'entendit un bruit de rixes. C'était Beck et Jarry qui se donnaient des marrons, ou plutôt Beck qui en recevait. Jarry, le visage hargneusement contracté, martelait des 2 poings la tête et les épaules de Beck, lequel montrait en se battant la même dégaine qui lui était habituelle dans la vie. La séquence suivante passe la vitesse supérieure. Jarry sort son pistolet. Beck grimpe sur une chaise. Jarry aussi, pour se mettre à la hauteur. Valette commande au serveur d'éteindre les lumières, ce qui n'empêche pas Jarry de tirer dans le noir, et devant lui, un cri dans la nuit. Quand les lumières reviennent, comme au théâtre, Beck est toujours vivant. Mais un client se frotte l'œil en gémissant. L'arme de Jarry était en effet non pas chargée à blanc, comme on l'a dit, mais avec une balle faite de ficelles comprimées, à la manière de celle que l'on glisse dans une sorte de sarbacane à piston, qu'on appelle en Bretagne une canne pétouère. C'est un jeu d'enfant. Le poète y a forcément joué à Laval ou à Saint-Brieuc. Cette balle molle a percuté l'œil d'un innocent, sans dommage majeur. La face de l'une de Beck reste impassible, sinon indifférente. Achille, d'habitude si maîtresse d'elle-même, se sent mal. Jarry en profite pour la ranimer avec un coin de serviette trempé dans du marc, usage externe. L'ambiance martiale excite d'autres convives. Jarry a lancé une guerre interminable et sonore comme un héros d'Homère. Un de ses trolls, témoin et complice, écrira plus tard dans la Tribune littéraire, à la suite d'incidents dont le récit n'intéresserait personne, je me suis vu dans l'ennuyeuse nécessité d'infliger à monsieur la jeunesse une légère correction. Comme il n'était pas satisfait, je l'ai renouvelé d'une façon plus accentuée. Il s'est empressé d'envoyer ses témoins. Paul Fort, le futur prince des poètes, est d'abord homme passionné de théâtre. Il va de sa scène personnelle, de cette bataille homérique dont il ignore la cause, comme tout le monde. Il ne retient que la violence du geste de Jarry, qui a provoqué la naissance de sa première fille. Paul Fort était accompagné en effet de sa jeune femme. Soudain, Jarry prend un parti, je ne sais pourquoi, Christian Beck, il le bouscule, tirant des coups de revolver, et le jette par la fenêtre. Par chance, nous n'étions qu'au premier étage. Beck n'avait pas grand mal, mais ma femme dut être d'urgence transportée chez moi. La frayeur que lui causa Jarry précipita son accouchement. La vraie victime du but, c'est Jarry. La postérité, comme ses proches contemporains, l'ont enfermé dans la gidouille innommable. Hugo s'est remis de la bataille d'Hernani. Par la bataille d'Hernani, du symbolisme, Jarry a été prisonnier par son personnage. Et le succès du mot ubuesque, employé à tire-larigot par ceux qui n'ont jamais vu la pièce, montre chaque jour l'étendue des dégâts. Il a cristallisé les haines avec une pièce de potache qu'il a sublimée. Lui-même s'est déguisé en ubu jusqu'à la fin de ses jours.
Le jeune poète symboliste a été cannibalisé par le premier héros bête et méchant. Suicide littéraire aussi efficace que le suicide physique par l'absinthe. Tout a commencé le 9 décembre 1897 au théâtre de l'Œuvre, archi plein. Et plus de billets de faveur que de billets traditionnels donnés au théâtre bourgeois. Tout s'est arrêté le même jour, vers 11 h du soir. Le Paris des Parisiens avait été chauffé par une vraie campagne de promo et l'arène était pleine. Les people de l'époque s'étaient démenés, parfois sans pudeur, pour avoir des places. José Maria de Heredia, académicien, utilise Jean de Tinan. L'amant d'une de ses filles pour y être. Ce n'est pas le messager idéal, mais il aura sa place, là, le grand homme. Colette supplie Rachid de lui trouver un moyen d'entrer au paradis, autrement dit les populaires. Sur les 1000 places, 600 sont en effet dans les galeries, où se tiennent les enfants du paradis. Jarry y a installé sa bande de pochetrons dirigée par le père Ernest, patron du bistrot, le père Ernest en personne. Le tout Paris littéraire était là. Edmond Rostand, Jean Lorrain, Jules Renard, Paul Valéry, André Gide, Courteline. C'est une sorte de clown blanc qui est apparu sur scène. Il aurait dit « Le scandale devait dépasser celui de Phèdre ou d'Hernani. Il fallait que la pièce ne pût aller jusqu'au bout et que le théâtre éclata. » Le reste, c'est dans le livre, et tout le reste. Voilà. Alors maintenant, je vais demander à notre ami. Je voudrais vous remercier d'être venu et ensuite, et tout d'abord en fait, je voudrais remercier Yves Mathieu et ses fils de nous avoir accueillis si gentiment, de nous avoir permis de découvrir le Lapin Agile, parce que bien que les 3 quarts d'entre vous, sauf mon Marc 3, peu sont venus, donc c'est l'occasion pour vous d'y être et j'espère que c'est aussi l'occasion de renouveler l'opération. Je vous recommande les soirées du Lapin Agile qui sont des moments assez inénarrables. Merci à toi Yves et merci à Vincent. Ça fait plaisir de vous recevoir ce soir. Bon ben buvez un coup, mangez un coup, achetez les bouquins et merci à vous. Et après,